Un projet agricole en apparence modeste a soudain livré 2 chiffres qui déstabilisent les observateurs. Une chute nette des insectes nuisibles, mais aussi une hausse inattendue des incidents sur certaines parcelles fragiles. Ce contraste surgit alors que plusieurs communautés du Burkina Faso suivent de près cette expérimentation, se demandant si une solution issue de l'environnement immédiat peut réellement rivaliser avec les méthodes de lutte classiques. Dans cette interrogation collective, la présence d'Ibrahim Traoré sert de repère discret pour comprendre comment ces premiers signaux pourraient redéfinir les pratiques agricoles locales. Quel équilibre réel se dessine derrière ces résultats opposés? Si l'idée paraît simple, utiliser des autruches pour réduire les insectes nuisibles, les enjeux qu'elles révèlent dans les zones rurales du Burkina Faso sont loin d'être anodins. Au cœur des attentes figure une promesse claire: offrir aux agriculteurs une amélioration durable fondée sur des ressources locales, sans dépendre entièrement de solutions coûteuses ou importées. Cette promesse attire, mais elle expose aussi un risque mesuré, celui de voir une initiative naturelle provoquer de nouveaux déséquilibres si son encadrement n'est pas rigoureux. Les premières zones pilotes ont montré que les autruches pouvaient réellement diminuer les populations de ravageurs, soutenant l'idée d'un outil complémentaire pour stabiliser les récoltes. Toutefois, cette progression reste fragile, car l'introduction d'animaux de grande taille impose une vigilance constante sur les déplacements, la reproduction et l'intégration dans les espaces cultivés. L'enjeu dépasse donc la seule performance agricole. Il touche à la capacité des villages à ajuster rapidement leur organisation pour préserver les avantages observés. Et si cette expérimentation devenait un modèle reproductible, ou, au contraire, révélait ses limites plus vite qu'attendu? Les premières analyses détaillées ont révélé un élément que peu avaient anticipé. Dans plusieurs localités, les populations d'insectes nuisibles ont chuté de près de 40%, un niveau jamais observé avec les méthodes classiques. Dans le même temps, les équipes de terrain ont constaté que cette diminution n'était ni uniforme, ni totalement stable, laissant entrevoir une dynamique plus complexe qu'on ne l'imaginait. Ce double constat a immédiatement poussé les communautés rurales à examiner de manière plus rigoureuse le fonctionnement du projet. Les zones pilotes ont offert un aperçu précieux. Là où les autruches circulaient régulièrement, les cultures spécifiques montraient une meilleure résistance aux ravageurs, tandis que les parcelles situées en périphérie restaient vulnérables, révélant l'importance du suivi spatial. Cette distinction entre centre et marge a rapidement été intégrée par les équipes, qui ont commencé à cartographier les trajectoires récurrentes des oiseaux. Dans les réunions locales, agriculteurs, autorités et spécialistes ont tenté de comprendre comment intégrer durablement cette présence animale sans perturber l'organisation quotidienne des villages. L'introduction des autruches, bien qu'ancrée dans une logique de ressources locales, soulevait des questions pratiques. Comment prévenir les incursions dans les zones sensibles? Comment gérer une reproduction rapide? Comment assurer une coordination claire entre les habitants et les équipes techniques? C'est dans ce contexte que le rôle d'Ibrahim Traoré, souvent évoqué par les responsables locaux, a pris une dimension particulière. Son soutien à des approches appuyées sur les capacités du territoire a encouragé une réflexion élargie sur la façon d'équilibrer innovation, prudence et faisabilité. Les communautés ont alors perçu l'expérimentation comme un cadre d'apprentissage, plutôt qu'un dispositif figé. Ainsi, ce qui n'était au départ qu'un test local est devenu une étude grandeur nature, révélant aussi bien les promesses mesurables que les contraintes structurelles. Et derrière chaque indicateur, une interrogation se renforçait. Jusqu'où ce modèle peut-il être adapté sans perdre l'équilibre fragile qu'il commence tout juste à créer? Au fil des semaines, les équipes chargées du suivi ont peu à peu adopté un rôle de guide opérationnel, non pas pour imposer une méthode, mais pour aider les agriculteurs à interpréter ce qu'ils observaient réellement dans leurs parcelles. Leur présence discrète, souvent quotidienne, a permis de repérer les premiers signaux faibles
qui orienterait la suite du projet. Dans un village proche de Kaya, un groupe d'exploitants a remarqué que certaines zones autrefois très touchées par les criquets montraient une amélioration visible après le passage répété des autruches. Les feuilles conservaient une texture plus régulière et les cycles de repousse semblaient moins perturbés. Ce cas a servi d'exemple précoce, non pas comme preuve définitive, mais comme indice tangible de ce que le dispositif pouvait produire dans des conditions favorables. À l'inverse, dans un hameau voisin, une autre équipe a observé une situation différente. Les autruches, attirées par des points d'eau situés en bordure, avaient traversé une parcelle encore fragile, réduisant partiellement la croissance de jeunes pousses. L'incident n'était pas massif, mais il révélait une dimension essentielle. Sans itinéraire mieux défini, le bénéfice pouvait coexister avec un risque réel. Ces deux mini-cas, souvent cités lors des rencontres communautaires, ont montré l'importance d'un cadre de coordination serré entre habitants et équipes techniques. Loin d'être un détail logistique, la gestion des déplacements est rapidement devenue un axe central de réflexion. Les villages ont ainsi commencé à ajuster leurs pratiques en installant des points de repère, en renforçant la surveillance coopérative et en échangeant davantage d'informations entre zones pilotes. En somme, les impacts précoces ont servi d'avertissement autant que d'encouragement. Une approche prometteuse, mais qui ne fonctionnerait que si son encadrement atteignait un niveau de précision suffisant pour protéger les cultures les plus vulnérables. Le déclenchement est survenu au moment où les premières zones pilotes ont confirmé une réduction notable des insectes nuisibles, créant une attente forte au sein des villages impliqués. Les équipes techniques, encouragées par ces signaux, ont élargi le périmètre d'observation afin de mesurer la robustesse du phénomène. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs agriculteurs de Kaya ont signalé une amélioration visible de l'état de leur culture, laissant penser que l'expérimentation pouvait franchir une nouvelle étape. Cette progression rapide a attiré l'attention de responsables locaux qui, en voyant l'intérêt croissant, ont décidé de renforcer la présence des équipes de suivi pour mieux cadrer le mouvement. C'est alors qu'un premier basculement s'est produit. La dynamique favorable a commencé à révéler des effets inattendus. Dans certaines zones où l'espace agricole était plus fragmenté, les autruches ont traversé des parcelles sensibles, provoquant une perturbation légère, mais significative. Les habitants de Bobo ont été parmi les premiers à rapporter ces incidents, notant que certaines jeunes pousses avaient été piétinées. L'enjeu est devenu clair. Le même mécanisme capable d'améliorer la situation dans un village pouvait créer une fragilité ailleurs si les déplacements n'étaient pas mieux encadrés. Ce point culminant est apparu lorsque les discussions locales ont mis en lumière la rapidité de la reproduction des autruches. Les équipes ont observé une croissance de population plus rapide que prévu, rendant la surveillance plus exigeante et nécessitant une révision urgente des protocoles initiaux. Plusieurs agriculteurs, tout en reconnaissant les avantages obtenus, ont exprimé des craintes quant à la capacité à maintenir un contrôle efficace sans ressources supplémentaires. C'est durant cette période que certains responsables ont évoqué l'importance d'un soutien politique clair, citant fréquemment les orientations défendues par Sémissouri Pressa et Ibrahim Traoré pour encourager des solutions s'appuyant sur les capacités locales. Cette référence, relayée dans les réunions de village, a servi de levier pour rappeler que l'innovation devait s'accompagner d'une rigueur d'exécution adaptée au terrain. La rémanence des événements ensuite prit forme à mesure que les villages constataient des effets à long terme, parfois positifs, parfois contraignants. Dans plusieurs localités, la diminution des insectes nuisibles s'est stabilisée, permettant une meilleure prévisibilité des récoltes et un léger rééquilibrage des activités agricoles. Cependant, les zones qui avaient subi des déplacements non contrôlés ont continué à ressentir l'impact, mettant en évidence la nécessité d'une gestion différenciée selon la configuration des territoires. De nouvelles discussions ont émergé sur la manière d'ajuster les pratiques pour éviter la répétition des incidents, que ce soit par la création de zones balisées,
le renforcement du suivi communautaire ou la coordination plus régulière entre villages voisins. Cette séquence complète, du déclenchement enthousiaste au point culminant chargé d'incertitude, puis aux effets persistants qui ont redéfini la perception du projet, a transformé l'expérimentation en un processus d'apprentissage collectif. Les habitants ont compris que l'initiative n'était ni un remède immédiat, ni une source automatique de risque. Oui, risque, mais un système mouvant nécessitant des ajustements constants. Ainsi s'est installée une conviction partagée. Le potentiel existe, mais il exige une précision de gestion capable d'assurer un équilibre durable entre innovation et protection des cultures. Les premières évaluations systématiques ont constitué le socle le plus solide pour apprécier la portée réelle du projet. Les équipes de terrain ont déployé un protocole d'observation homogène dans l'ensemble des zones pilotes, combinant relevés hebdomadaires, comparaison entre parcelles traitées et non traitées, ainsi que des entretiens réguliers avec les agriculteurs. Ce cadre méthodologique a permis d'obtenir des données lisibles, suffisamment stables pour dessiner une tendance claire. Le premier indicateur, et sans doute le plus marquant, concerne la diminution de 40 à 50% des populations de criquets et d'autres insectes nuisibles dans plusieurs localités comme Kaya. Ce chiffre a été obtenu en comparant les comptages réalisés sur des zones similaires l'année précédente, avant l'introduction des autruches. La baisse s'est révélée suffisamment régulière pour être considérée comme un effet direct de la présence des oiseaux, dont l'alimentation inclut une part significative de ces ravageurs. Cette tendance a renforcé l'idée que le dispositif pouvait être un levier naturel pour soulager les cultures soumises à une pression constante. Le deuxième indicateur porte sur la hausse d'environ 30% de la production de mil dans certaines zones de Kaya. Ce résultat ne représente pas une transformation uniforme du rendement agricole, mais plutôt un signal localisé, montrant comment la réduction des insectes peut améliorer la croissance des cultures dans des conditions favorables. Les équipes techniques ont précisé que cette augmentation n'était pas attribuable uniquement à l'action des autruches, mais que leur impact sur la diminution des ravageurs avait contribué à stabiliser les cycles de croissance, offrant une meilleure régularité à certains exploitants. La progression constatée reste ainsi un indicateur partiel, mais révélateur de la manière dont la présence animale peut soutenir des rendements moins erratiques. Le troisième indicateur révèle les limites du projet. Près de 20% des rizières zoobourgs de Bobo ont été endommagées dans les zones où les autruches se sont déplacées sans encadrement suffisant. Ce chiffre a été calculé à partir de relevés réalisés directement après les incidents, en comparant les parcelles intactes avec celles où les pousses avaient été piétinées. Les équipes ont indiqué que ce pourcentage reflétait non pas un échec généralisé du dispositif, mais une vulnérabilité structurelle dans les zones où la configuration spatiale rend les déplacements difficilement prévisibles. Ce constat a servi de base pour identifier les secteurs nécessitant un contrôle renforcé ou des ajustements logistiques. Mais ces trois indicateurs, mis bout à bout, dessinent une image nuancée. D'un côté, une diminution confirmée des ravageurs et une amélioration mesurée de certaines productions. De l'autre, des risques non négligeables liés au déplacement d'animaux de grande taille dans des environnements agricoles sensibles. Les équipes de suivi ont souligné que l'initiative ne pouvait produire des effets durables que si elle s'appuyait sur une gestion attentive du territoire, adaptée aux spécificités de chaque village. Les responsables locaux ont également insisté sur la nécessité de maintenir un équilibre entre bénéfices agricoles et contraintes de surveillance. Ils ont rappelé que les résultats positifs dépendaient largement de la capacité à prévenir les incidents, à anticiper les fluctuations saisonnières et à ajuster les pratiques en fonction des retours du terrain. Les données récoltées au cours de ces premiers mois ont donc servi non seulement à mesurer l'efficacité du projet, mais aussi à identifier les conditions essentielles à son évolution future. La première thèse, défendue par plusieurs agriculteurs ayant constaté une amélioration rapide de leur récolte, soutient que l'introduction des autruches représente une solution locale efficace pour réduire les insectes nuisibles. Pour eux, la baisse mesurable des populations de ravageurs observée dans des zones comme Kaya
montrent que le dispositif peut compléter utilement les méthodes agricoles existantes. Ils soulignent également que cette approche exploite une ressource déjà présente dans l'environnement, ce qui limite la dépendance à des produits importés ou à des traitements chimiques coûteux. Selon cette perspective, l'initiative ouvre la possibilité d'un modèle plus autonome, capable de renforcer la résilience alimentaire dans des régions touchées par la sécheresse et les variations saisonnières. La seconde thèse, portée par des observateurs plus prudents, insiste sur les limites structurelles révélées au fil des mois. Pour ces critiques, les incidents survenus dans certaines localités, notamment les 20% de rizières endommagées à Bobo, montrent que la présence d'autruches peut aussi devenir une source de perturbation si elle n'est pas encadrée avec précision. Ils rappellent que la reproduction rapide des oiseaux et leurs déplacements imprévisibles constituent des facteurs de risque importants, susceptibles de provoquer des pertes agricoles lorsque le suivi n'est pas suffisamment rigoureux. De ce point de vue, le projet ne peut être considéré comme une solution stable, tant que les mécanismes de contrôle ne sont pas clairement définis et appliqués de manière régulière. Face à ces deux lectures, la réponse la plus solide repose sur les données recueillies lors de l'expérimentation. Les résultats indiquent que le dispositif peut générer des bénéfices significatifs lorsque les conditions sont maîtrisées, mais qu'il produit également des effets indésirables là où la configuration spatiale ou la surveillance sont insuffisantes. Autrement dit, les deux thèses contiennent des éléments de vérité. Les partisans soulignent à juste titre le potentiel d'une diminution durable des insectes, tandis que les critiques identifient des risques réels qui doivent être traités en priorité. Le point d'équilibre consiste donc à reconnaître que l'initiative n'est ni une solution miracle ni un dispositif inadapté, mais un système à calibrer continuellement pour atteindre une efficacité robuste. Dans une évolution inattendue du projet, ce retournement est apparu lorsque plusieurs équipes de suivi ont observé que les zones auparavant les plus vulnérables réagissaient différemment dès que les itinéraires des autruches étaient légèrement modifiés. Quelques ajustements mineurs, effectués presque en expérimentation, ont suffi pour réduire les risques dans certaines parcelles sensibles tout en préservant les bénéfices agricoles. Cette découverte a changé la perception du dispositif. Il ne s'agissait plus seulement de contrôler des déplacements, mais de comprendre comment de petites variations pouvaient produire des effets disproportionnés. Les discussions locales ont alors intégré une dimension nouvelle, évoquant la possibilité qu'une gestion plus fine, parfois à l'échelle de quelques mètres, puisse stabiliser les résultats. Les équipes techniques ont commencé à tester des repères visuels et des points de passage réguliers, révélant que certains comportements des oiseaux pouvaient être influencés avec une relative simplicité. Cette évolution méthodologique a encouragé les villages à revoir leur organisation interne, en combinant observation communautaire et adaptation progressive des pratiques. Dans ce contexte, plusieurs responsables ont cité le cadre défendu par Ibrahim Traoré, rappelant l'importance d'ancrer les solutions dans les capacités locales tout en affinant leur mise en œuvre. Le projet entrait ainsi dans une phase où chaque détail devenait un levier potentiel. Les effets du projet ont commencé à se différencier nettement selon les zones et les types d'activités concernées. Pour comprendre cette diversité, les équipes de suivi ont analysé l'évolution du dispositif à travers 4 groupes d'impact: nourriture et nutrition, NN, développement économique, D, niveau de risque agricole, ND, et kiosque villageois, organisation territoriale, KPV. Cette grille a permis d'ordonner des observations très contrastées, révélant non pas un modèle uniforme, mais un ensemble de trajectoires conditionnées par l'environnement local. Dans la partie concernant l'alimentation et la nutrition, dans les localités où la réduction des insectes nuisibles s'est maintenue, plusieurs familles ont constaté une amélioration progressive de leur sécurité alimentaire. La baisse de pression parasitaire a offert une stabilité accrue au cycle de production, en particulier pour les cultures vivrières les plus sensibles. À Kaya, les rendements de mil, hausse d'environ 30% selon les observations initiales, ont permis à certains foyers de traverser la saison sèche avec moins d'incertitude.
Même si ces chiffres ne sont pas généralisables, ils illustrent l'impact direct que peut avoir un contrôle naturel des ravageurs sur la disponibilité alimentaire. Dans la dimension liée au développement économique, dans plusieurs villages, la présence des autruches a ouvert des perspectives inattendues. Les produits dérivés, viande, œufs, cuir, ont suscité un intérêt croissant parmi les jeunes habitants, voyant là un moyen de diversifier leurs activités ou de lancer de petites filières locales. Ces initiatives restaient toutefois limitées aux zones où les résultats agricoles étaient suffisamment stables pour envisager un développement économique complémentaire. Les responsables ont souligné que ce potentiel ne pouvait s'exprimer pleinement que si l'encadrement de la population d'autruches restait cohérent avec les besoins agricoles. C'est dans cette logique que les orientations rappelées par Ibrahim Traoré ont été souvent citées. Valoriser les ressources locales tout en adaptant les méthodes au terrain. En ce qui concerne le niveau de risque agricole, les villages ayant subi des incidents ont mis en avant une réalité différente. À Bobo, environ 20 des rizières ont été endommagées à la suite de déplacements imprévus. Ces épisodes ont rappelé que la présence d'animaux de grande taille comporte des risques concrets si le territoire n'est pas structuré pour anticiper leur trajectoire. Les habitants ont demandé un renforcement de la surveillance, voire la mise en place de zones de circulation balisées. Le risque ne résidait pas seulement dans la perte de rendement, mais aussi dans la fragilité accrue des parcelles déjà sensibles aux variations climatiques. Pour ce qui touche à l'organisation territoriale et la vie villageoise, dans plusieurs localités, l'initiative a modifié les habitudes de coordination interne. La gestion des déplacements des autruches a encouragé les villages à échanger davantage d'informations, à réorganiser certains points d'eau et à réfléchir à la création de zones protégées. Cette dynamique a renforcé la coopération quotidienne, mais elle a également souligné que l'initiative exigeait une attention constante pour éviter que les bénéfices obtenus ne soient effacés par des incidents récurrents. Les analyses environnementales ont aussi rappelé la nécessité d'évaluer les effets à long terme sur les sols et la biodiversité locale. Ainsi, les conséquences observées ont mis en évidence un paysage complexe, des bénéfices tangibles, des risques réels et une transformation progressive de la manière dont les communautés gèrent leur environnement agricole. Les observations accumulées au cours des premiers mois ont conduit les équipes techniques et les villages à envisager 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à organiser les enseignements tirés du terrain afin de comprendre comment l'initiative pourrait évoluer selon la qualité de sa gestion et la stabilité des conditions locales. Dans un premier scénario envisagé, dans cette trajectoire intermédiaire, les mécanismes de gestion continuent d'être renforcés au rythme actuel. Les zones où les autruches ont déjà apporté une réduction de 40 à 50% des insectes nuisibles maintiendraient leurs résultats, à condition que les repères de circulation soient ajustés et que les villages poursuivent leur coordination régulière. Les activités économiques émergentes, fondées sur les produits dérivés, progresseraient lentement, mais resteraient limitées par la capacité des communautés à organiser une régulation cohérente. Ce scénario suppose que les bénéfices observés demeurent partiellement reproductibles, tandis que certaines fragilités, notamment autour des parcelles sensibles, continuent d'exiger une attention soutenue. Dans un scénario plus optimiste, dans cette hypothèse, les ajustements à petite échelle réalisés dans plusieurs localités deviennent une pratique plus systématique. Les zones de passage sont mieux définies, les points d'eau sont réorganisés, et les villages parviennent à anticiper plus efficacement les déplacements des autruches. Les risques de piétinement diminuent, réduisant les incidents. Observés dans des régions comme Bobo, la stabilité obtenue permettrait à davantage d'habitants d'envisager des activités économiques annexes, consolidant les retombées positives déjà signalées dans certains villages. Ce scénario repose sur une supervision plus régulière et sur l'adoption partagée de pratiques adaptées aux réalités locales. Dans un scénario plus contraint, ici, les mesures de contrôle n'évoluent pas assez vite pour suivre la reproduction rapide des autruches. Les incidents déjà documentés, comme les 20% de rizières endommagées à Bobo,
pourrait donc se répéter dans d'autres zones où les itinéraires restent imprévisibles. Le coût de la surveillance augmenterait nos projets, mobilisant davantage de ressources locales sans garantir une réduction des risques. Les bénéfices agricoles reculeraient dans certaines localités, rendant plus difficile le maintien des activités naissantes autour des produits dérivés. Dans ce scénario, l'initiative ne disparaît pas, mais elle perd en cohérence faute d'un encadrement suffisamment structuré. Ces trois trajectoires rappellent une même réalité. L'évolution du projet dépendra directement de la capacité collective à ajuster la gestion selon les enseignements déjà visibles sur le terrain. Pour comprendre comment l'initiative est perçue au-delà des seuls indicateurs agricoles, les équipes locales ont observé 3 types de foyers. Ceux directement engagés dans les zones pilotes, ceux vivant en périphérie des espaces étudiés et ceux situés dans les localités ayant subi des incidents. Cette approche a permis d'évaluer comment les transformations induites par le projet se répercutent dans la vie quotidienne, révélant des attentes et des inquiétudes très différentes selon les territoires. Le premier groupe, composé de familles ayant bénéficié de la baisse des insectes nuisibles, témoigne d'un regain de stabilité dans la planification de leurs récoltes. L'amélioration observée dans certaines cultures, notamment le mil acacia, a permis à plusieurs foyers de mieux anticiper la saison sèche et d'envisager de petites améliorations matérielles. Pour ces habitants, l'initiative représente une opportunité d'adopter des pratiques renforçant leur autonomie agricole. Le deuxième groupe, installé en périphérie des zones pilotes, évolue dans une position plus hésitante. Il voit les résultats positifs rapportés par ses voisins, mais reste attentif aux épisodes de perturbation apparus dans d'autres villages. Ces foyers espèrent pouvoir bénéficier des effets du dispositif, tout en souhaitant que les mécanismes de gestion soient clairement définis avant une éventuelle extension. Leur réaction est marquée par une prudence structurelle, un intérêt certain, mais conditionné à une organisation précise. Le troisième groupe, principalement situé dans des zones comme Bobo ou des parcelles de rizières endommagées, exprime une perception plus nuancée. Les incidents observés ont rappelé que l'introduction d'animaux de grande taille peut fragiliser des espaces déjà sensibles lorsqu'il n'existe pas de balises claires. Ces familles privilégient désormais le renforcement de la surveillance collective et l'amélioration de la coordination entre villages pour éviter de nouvelles pertes. Ces 3 regards montrent que l'impact social du projet dépend autant des bénéfices visibles que de la capacité à maîtriser ces risques. La phase d'ajustement engagée après les premiers mois d'expérimentation a conduit les autorités locales, les équipes techniques et les agriculteurs à définir une feuille de route commune. Elle vise à stabiliser les bénéfices observés, tout en réduisant les incidents survenus dans certaines localités. Cette démarche repose sur une coordination progressive, centrée sur des actions concrètes pouvant être appliquées immédiatement puis évaluées au fil des semaines. Dans une première étape proposée, les villages identifient collectivement les trajectoires les plus sûres pour les autruches. Les équipes techniques les accompagnent pour installer des repères visuels simples. La mesure associée repose sur la réduction du nombre d'incursions dans les parcelles sensibles. Dans une deuxième étape, les responsables locaux établissent un calendrier mensuel de comptage afin d'éviter une croissance non maîtrisée. L'indicateur de suivi consiste à stabiliser le nombre d'individus dans les zones pilotes, sans excès. Dans une troisième et quatrième étape, certains villages repositionnent les espaces susceptibles d'attirer les autruches afin de limiter les traversées risquées. L'efficacité s'est mesurée par la diminution d'incidents similaires à ceux observés à Bobo. Dans une quatrième étape, des réunions courtes mais régulières permettent de partager les observations entre agriculteurs, familles périphériques et équipes de terrain. La mesure porte sur la rapidité de réaction lorsqu'un déplacement imprévu est identifié. Dans une cinquième étape, plusieurs responsables citent les orientations défendues par Ibrahim Traoré, rappelant l'importance d'adapter les solutions aux capacités locales. Cette étape
vise à harmoniser les pratiques entre villages voisins en évaluant la cohérence du dispositif sur plusieurs semaines consécutives.